Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour notre première table ronde en français sur la pandémie Covid en Afrique pour discuter de l'état actuel de la pandémie. L'événement aujourd'hui est co-organisé par l'Association africaine Professional for Progress et la sous-faculté apprentissage et compréhension des sciences publiques du consortium Global Emerging Pathogen Treatment. L'association APP vise à créer un réseau mondial de personnes hautement qualifiées venant d'Afrique et de la diaspora pour mettre leurs connaissances, savoir-faire et compétences au profit de l'Afrique, que ce soit sur le continent ou à l'étranger. Le consortium Global Emerging Pathogen Treatment a pour objectif de promouvoir une bonne connaissance des épidémies par le public et la promotion et la création de médias qui facilitent la compréhension par le public. Avant de donner la parole à notre modérateur aujourd'hui, Dr Odile Delvoyer, je voudrais vous donner quelques informations. Vous serez mis en sourdine et nous pourrons prendre les questions à travers le Q&A panel tout au long des présentations. Et maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole au Dr Odile. Alors, merci Nana. Je ne suis pas sûre d'arriver à partager mon écran. Je voudrais donc accueillir les panélistes, donc, qui sont au nombre de 4 pour cette session. Donc, professeur Abdoulaye Djindé, qui est pharmacien, enseignant-chercheur, qui a un PhD en microbiologie et en immunologie, qui est professeur titulaire de parasitologie et de mycologie à l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, et directeur du Malaria Research Training Center parasitologie. Il est actuellement coordinateur du réseau ouest-africain d'essais cliniques sur les médicaments antipaludéens, WANECAM, responsable du réseau africain pour l'étude de la diversité génomique des pathogènes. Il est également président fondateur de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens et auteur de 155 publications scientifiques. Bienvenue, professeur Djindé. Nous accueillons également Dr Sodiomon Sirima, médecin, chercheur épidémiologiste burkinabé, spécialiste des essais cliniques, ayant participé à de nombreuses études épidémiologiques à base communautaire en tant qu'investigateur principal, co-investigateur, ainsi que dans plus de 20 essais cliniques, dont des essais cliniques de vaccins en phase précoce. Il est auteur de plus de 160 publications scientifiques. Il est actuellement le directeur scientifique du groupe de recherche Action en santé au Burkina Faso, à Ouagadougou. Bienvenue, Sylvain. Nous accueillons également Dr Laurent Vidal, qui est un anthropologue français, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui a 30 ans d'expérience en Afrique centrale et de l'Ouest, notamment au Niger, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et désormais au Mali. Spécialiste en questions de santé sur le sida, le paludisme, la tuberculose, la santé maternelle également, ainsi que sur l'épistémologie des sciences sociales dans des contextes de développement. Il a écrit beaucoup de livres, 5 en son nom propre, plus de 50 articles et autant de chapitres d'ouvrages. Et il est actuellement le représentant de l'IRD au Mali. Bienvenue, Laurent. Et enfin, nous accueillons Madame Michèle Evongué, qui est une jeune journaliste camerounaise qui a passé 5 ans comme reporter dans un journal local, donc au Cameroun. Et elle s'intéresse entre autres à l'agroalimentaire, aux télécommunications et à la santé. Et elle est actuellement journaliste freelance et blogueuse depuis début 2020. Bienvenue, Michèle. Donc, je laisse maintenant la parole à professeur Djindé. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de partager ces quelques réflexions sur d'abord le processus de développement des vaccins qui s'applique aussi au développement des médicaments en général, et ensuite dire un peu l'état de l'évolution de la recherche sur le vaccin contre le Covid qui nous préoccupe aujourd'hui plus particulièrement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement d'un vaccin est un processus qui est très long. Un processus qui est très long qui
normalement, prend entre 10 et 20 ans entre le début du processus et l'injection du vaccin dans le cadre d'un programme national, par exemple. Donc, il y a 3 principales étapes et que je vais passer en revue. La première étape, c'est l'étape que l'on appelle l'étape préclinique. Cette étape se déroule essentiellement au laboratoire. Il s'agit de la découverte fondamentale des travaux de recherche de base, de recherche fondamentale en laboratoire qui permettent de mettre en évidence le potentiel d'une molécule pour devenir un vaccin. Donc, beaucoup de travaux vont permettre de sélectionner les molécules les plus prometteuses et celles qui sont les plus prometteuses vont faire l'objet d'essais, d'abord en laboratoire sur des cellules vivantes. Ensuite, ils vont être essayés sur des animaux de laboratoire, différentes espèces d'animaux de laboratoire, notamment les souris, ensuite les lapins, ensuite on va chez les chiens ou les cochons, et quelquefois on teste chez le cheval, et finalement on aboutit à l'animal le plus proche de l'homme, qui est le singe. Et des essais vont être faits. Tout cela sont des essais de phase préclinique au niveau desquels beaucoup de vaccins tombent. Beaucoup de candidats vaccins ne passent pas ces différentes étapes parce que soit chez l'animal, on constate que ça tue trop d'animaux, donc c'est toxique, ou ce n'est pas efficace. Il y a différentes raisons qui font que beaucoup de vaccins tombent. Ceux qui réussissent à franchir toutes les étapes chez l'animal jusqu'à montrer une bonne efficacité et une bonne sécurité d'emploi chez le singe vont maintenant être testés chez l'homme. C'est là où on rentre dans la deuxième phase, qui est la deuxième étape du moins, qui est l'étape de la recherche clinique. La recherche clinique, c'est la recherche qui se passe sur les êtres humains. Et là aussi, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord ce que l'on appelle la phase 1A. Cette phase 1A, c'est la première inoculation du vaccin à un être humain. Et généralement, ceci se fait dans le pays où le vaccin a été découvert. Si le vaccin est découvert par les Américains, l'essai se fait d'abord sur des Américains en Amérique. Si ça se fait, le vaccin est découvert en Europe ou au Japon, le premier essai en phase 1A se fait dans le pays où il a été découvert. Et généralement, ça se fait sur un petit nombre d'individus qui ne sont pas malades et pour voir si le vaccin n'a pas de toxicité. La même chose pour les médicaments, les nouveaux médicaments du reste. Et après ces essais sur un petit nombre d'individus dans le pays où le vaccin a été découvert, on arrive maintenant à la phase 1B qui, pour les vaccins qui concernent les produits, les maladies dans les zones tropicales, on va venir essayer le vaccin en zone tropicale. Ici, c'est un vaccin qui concerne nos maladies en Afrique. Ici, c'est la phase 1B qui va venir se faire en Afrique. Ou encore, on va essayer le vaccin sur un nombre très réduit de personnes non malades, généralement des adultes qui ne sont pas malades. Et on vérifie que le vaccin ne pose pas de problème chez des personnes non malades. Ensuite, on va essayer de voir, et s'il ne pose pas de problème, est-ce qu'il montre une efficacité? On répond à cette question. Si la question est oui, on progresse à la phase 2, où on essaye le vaccin sur un plus grand nombre de personnes. Ça peut varier d'une trentaine à une centaine de personnes. Et à ce niveau également, on vérifie est-ce que le vaccin ne pose pas de problème de toxicité, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il induit une réponse immunitaire, etc. Donc, ensuite, lorsque beaucoup de vaccins tombent à ce niveau également, ceux qui réussissent à passer vont maintenant en phase 3, où on peut le tester sur un plus grand nombre d'individus, notamment jusqu'à 1 millier d'individus. Là encore, on vérifie s'il est efficace, on ne montre toujours pas de toxicité. Et si c'est le cas, on évolue vers la phase 4. Et si ce n'est pas le cas, le travail s'arrête là. Et dès lors qu'il y a un problème de toxicité et qu'il y a des comités de surveillance qui sont indépendants des chercheurs qui surveillent toute cette activité, et ces comités vont demander à ce que l'essai vaccinal soit
soit interrompu. Si ça passe en phase 3, on arrive maintenant en phase 4 où on fait sur des milliers de personnes pour maintenant voir est-ce que réellement ce vaccin est efficace, est-ce qu'il tient les promesses que l'on a. Et en phase 4, lorsque maintenant sur des milliers de personnes, son efficacité et sa sécurité sont prouvées, c'est en ce moment que le vaccin peut être autorisé par les autorités sanitaires et être utilisé à grandeur nature dans un pays. Donc, voilà comment le développement des vaccins se fait. Sur le cas du Covid, c'est le même processus qui est en train de commencer, mais à cause de la pandémie et de l'importance de ce problème et la mobilisation internationale, les choses sont en train d'aller beaucoup plus vite. Et il y a déjà, la pandémie a commencé en décembre, et déjà on a une vingtaine de vaccins qui ont dépassé le stade du laboratoire et qui sont en phase clinique, qui sont en train d'être testés chez l'homme dans les différents pays où ils ont été développés, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Japon, en Chine, beaucoup d'essais en Chine, en Europe. Et jusqu'à présent, je pense qu'il y a un seul essai qui est en cours sur le continent africain, notamment en Afrique du Sud. Donc, il y a différents types de vaccins. Certains vaccins sont des morceaux de virus que l'on inocule pour entraîner le développement d'une immunité. D'autres sont du matériel génétique du virus que l'on inocule. D'autres sont des virus atténués que l'on inocule. Il y a une recherche très active avec plus d'une vingtaine de candidats qui sont en phase clinique. Il y a une centaine de vaccins qui sont au stade du laboratoire, au stade où ils sont en train d'être testés chez les animaux de laboratoire, etc. Donc, la recherche vaccinale est très active et l'Afrique ne devrait pas être en reste par rapport à cette recherche vaccinale. C'est vrai que notre désavantage technologique fait que nos collègues occidentaux sont plus en avance sur le plan de la découverte des vaccins, mais l'Afrique ne devrait pas être en reste par rapport aux essais de ces vaccins pour qu'on puisse démontrer non seulement l'efficacité, mais la sécurité d'emploi de ces vaccins lorsqu'il sera temps de les utiliser sur nos populations. Je pense que j'aurai atteint mes 7 minutes. Je vais m'en arrêter là et retourner la parole à la modératrice. Merci, professeur Djimdé. On va donner la parole à Dr Sodiomon Sirima pour 7 minutes. Avec la vidéo, merci. Il faut que tu te unmutes. Unmute. OK. Merci, Odile, bonsoir. Donc, tout le plaisir est à moi donc, de m'entretenir avec vous sur 2 petits points que j'aimerais donc aborder, notamment donc l'importance donc de l'engagement communautaire dans les essais cliniques de façon générale, et je vais légèrement m'appesantir sur cet intérêt pour les vaccins Covid. Et le deuxième point, donc, je verrai donc aussi, je parlerai en quelques 2-3 minutes sur le risque de la désinformation dans la conduite des essais cliniques de façon générale, et encore m'appesanterai sur les vaccins Covid. Et comme le disait donc le professeur Djimdé, l'essai clinique concerne les hommes, les êtres humains. Et dans ce contexte, ça veut dire que le vaccin se fait sur l'être humain. Pour que le vaccin puisse se faire sur l'être humain, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites. Notamment, donc, il faudra donc obtenir le consentement, puisque c'est un produit à l'investigation. Le consentement, donc, pour qu'il puisse être obtenu de façon satisfaisante, il y a un certain nombre d'informations qui est passé, qu'on passe dans la communauté. Ces informations donc permettent à un certain moment donc d'arriver à motiver la communauté, à l'amener à s'engager pour donc participer à cet essai clinique. Et cet engagement communautaire a un grand avantage lorsque donc la communauté est pleinement engagée. Donc vous avez donc le premier avantage que nous avons, c'est essentiellement donc l'enrôlement qui est assez rapide. Vous savez que c'est la participation aux essais cliniques, c'est sur la base du volontariat.
si la communauté est bien engagée, donc, vous avez donc un recrutement, un enrôlement des participants qui est assez rapide et qui se fait donc dans un délai très court. Et lorsqu'il se fait dans un délai court, ça raccourcit donc tout le temps de conduite de l'essai et habituellement réduit aussi la consommation des ressources qu'un long recrutement aurait engendré. Et comme je le disais, lorsque la communauté est engagée, naturellement, les individus participants de cette communauté aussi sont engagés, ce qui facilite l'obtention du consentement. Donc, ils consentent plus facilement. Vous avez donc, lorsqu'il y a un consentement communautaire, une bonne compliance des participants à l'étude pour tout le processus, notamment donc, il y a un certain nombre de visites qui sont programmées. Les participants viennent à ces visites. Vous avez un certain nombre de prélèvements qui doivent être effectués. Ils acceptent aisément donc de participer à ces prélèvements, puisque c'est justement les prélèvements effectués qui permettent d'évaluer la tolérance et l'innocuité dont parlait donc le professeur Dimdé. C'est justement sur la base de ces prélèvements biologiques qu'on évalue donc l'efficacité des différents vaccins. Et la communauté engagée aussi permet un meilleur report des événements indésirables. Justement, la tolérance est basée sur les événements indésirables et la communauté a besoin donc d'être compliante pour vous rapporter aisément ces événements indésirables. Le report des événements indésirables, vous en avez donc les événements, le report spontané et aussi le report suite aux visites programmées, qui sont donc les événements donc, indésirables qu'on peut collecter. Ceci évite donc l'engagement, le nombre de perdus de vue. Et vous savez que dans un essai clinique, lorsque vous avez un grand nombre de personnes, de sujets que vous perdez de vue, cela affecte et peut même annuler, affecter la qualité de l'essai clinique que vous conduisez. Donc l'engagement communautaire permet de minimiser donc ce taux de perdu de vue qui est assez important donc, dans les études. Et naturellement, donc, quand on revient donc au Covid, les mêmes problèmes que j'ai posés sont donc présents. Il faudra donc pour le Covid qu'il y ait cet engagement communautaire qui permettra le recrutement de nos participants, parce qu'actuellement, donc, lorsqu'il n'y a pas d'engagement communautaire, il y a un risque donc de stigmatisation des participants à l'étude. Et cette stigmatisation des participants à l'étude affecte significativement l'enrôlement des sujets. Donc, naturellement, les personnes ne voulant pas être stigmatisées ne seront donc pas prêtes à venir participer à vos études. Les quelques rares qui seront donc enrôlés, du fait de cette stigmatisation, ne chercheront pas ou ne voudront pas soit recevoir l'équipe de recherche, parce que pour certaines études, les équipes de recherche sont amenées à visiter les participants, notamment dans notre contexte africain, où la majeure partie de nos populations ne sont pas forcément capables de lire et d'écrire, et donc de remplir ce que les Anglais appellent le diary card, c'est-à-dire le carnet, parce qu'en Europe, la majeure partie, entre deux visites, on remet un carnet de santé aux participants qui notent lui-même les événements indésirables qu'il ressent. Ben, dans notre contexte où, du fait du fort niveau d'analphabétisme, nous sommes obligés d'envoyer dans la plupart du temps nos infirmiers dans la communauté pour rendre visite à ces sujets vaccinés, pour reporter ces événements indésirables. Naturellement, en cas de stigmatisation ou donc de non-engagement de la communauté, ces personnes, très peu seront engagées. Les quelques rares qui seront engagées ne voudront pas que vous veniez dans leur communauté, puisque cela permettra aux voisins de les identifier comme étant participants d'une étude. Donc, cette stigmatisation affectera significativement le report de ces événements et même la compliance, puisque les visites programmées peuvent ne pas participer à ces visites programmées. Il nous arrive dans quelques études de rencontrer ces situations où les uns et les autres, contre l'avis de leur entourage ou de leur famille, sont obligés de venir, mais cela joue sur la qualité des données que vous êtes obligé de collecter. Donc voilà un peu pour ce qui est donc l'engagement communautaire que je dis tantôt est très important. Et quand on parle de l'engagement communautaire, je ne l'ai pas défini au début. C'est d'abord l'engagement au niveau donc des dirigeants, des responsables administratifs et politiques de la communauté où vous travaillez, les chefs coutumiers, les leaders d'opinion, les chefs de famille et les participants eux-mêmes. C'est tout ça qu'on appelle la communauté. Et habituellement, donc, cet engagement communautaire facilite la conduite des essais et il y a besoin aussi que de la part du chercheur de maintenir cet engagement communautaire à travers un certain nombre d'informations qui doivent être passées assez régulièrement à la communauté sur le déroulement de l'étude
Et aussi la compensation que nous apportons au niveau donc, des études facilite ou entretient, j'allais dire, la motivation et l'engagement communautaire à travers ces compensations qui sont soit individuelles, soit communautaires. Donc voilà donc, par rapport à ce premier point donc, que je voulais aborder sur l'engagement communautaire. Et j'ai un peu abordé les risques, comme je l'ai dit tantôt. Ces risques affectent significativement donc, la conduite des essais cliniques, mais ces risques de désinformation peuvent aller même au-delà des essais cliniques, en ce sens qu'un certain nombre de vaccins déjà mis sur le marché et couramment utilisés peuvent être relativement stigmatisés, alors qu'en réalité, dans les situations normales, c'est des vaccins que nos populations reçoivent. Et je prends l'exemple très rapidement, probablement ça pourrait être abordé, ça sera abordé tout le long de cette rencontre. Le vaccin, donc le BCG, où dès lors qu'on a parlé de ce BCG, on a vu une tollée de réactions qui disent que c'est un vaccin pour qu'on vienne le faire en Afrique. Il y a déjà donc cette désinformation autour du vaccin, alors que ce vaccin est administré quasiment à tous les nouveaux-nés avant qu'ils ne quittent la maternité. Mais nos populations, ou disons donc avec les réseaux sociaux, cette information n'a pas été clairement donnée. Et les réseaux sociaux s'en ont emparés et ont donné une très fausse information sur un vaccin qui est utilisé depuis des décennies et des décennies. Et j'allais dire à quasiment tous les enfants africains. Vous voyez, l'effet un peu de la désinformation. Vous avez dû entendre les chefs d'État. Certains chefs d'État se sont vus même obligés de prendre la parole pour dire que ce vaccin ne se fera pas dans leur pays. Et ça, c'est, je crois, un des problèmes. Si le vaccin devait être essayé, il fallait déjà prendre le temps de convaincre ces communautés. Je crois que le temps est assez court pour ce que je voulais dire. Donc, je vais peut-être, à l'issue des questions, revenir sur certains points. J'allais m'arrêter là et remettre la parole à l'animatrice, Dr Odile. Merci, Dr Sirima. Je pense que c'était clair. Avant de passer la parole à Laurent, je voudrais juste suggérer aux participants de poser leurs questions. Ça y est, ça commence à venir donc, dans la boîte questions et réponses. Très bien. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Dr Laurent Vidal. 7 minutes. Merci. Oui, bonjour à tout le monde et merci aux organisatrices de ce panel, de ce webinaire pour l'invitation. Et donc, je salue tout le monde et en particulier le professeur Jimde qui est mon voisin à Bamako. Donc, voilà, comme ça a été dit, mais je le répète parce que c'est pour éclairer un peu d'où je parle, comme on dit. Je suis anthropologue de la santé, donc j'ai un regard de chercheur qui a travaillé sur ce qu'on appelle les perceptions des maladies ou les représentations de maladies, plus que celui d'un spécialiste des vaccins ou des essais cliniques. Et premièrement, mais deuxièmement, je pense qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer pour comprendre ce qui se passe avec Covid-19 quand on a travaillé, il se trouve que c'est mon cas et le cas de pas mal d'autres collègues ici, sur d'autres problèmes de santé, notamment l'infection à VIH ou la tuberculose, voire même le paludisme. Donc, pour saisir le rôle que peuvent jouer les sciences humaines et sociales, je pense qu'on peut s'arrêter brièvement sur la question des rumeurs. Bon, j'en prendrai qu'une qui a circulé, c'est le projet prêté, donc c'est une rumeur, à Bill Gates de vouloir mettre au point un vaccin pour inoculer la maladie et réduire la population en Afrique. On peut le formuler comme ça. Ce qui est intéressant pour les chercheurs, c'est que cette rumeur renvoie à des représentations récurrentes de l'Afrique comme terre finalement d'élections, de pratiques qui sont éthiquement condamnables parce qu'elles évoquent le contrôle de la démographie. C'est comme ça qu'on peut les interpréter. Mais il faut savoir que c'est une thématique qui est ancienne parce qu'on a une autre forme de rumeur qui a été développée, qui est largement fréquente, qui est celui d'un continent, l'Afrique, donc qui est présenté de manière abusivement uniforme, dont la démographie serait hors contrôle. Donc finalement, on a rumeur contre rumeur qui permet de donner type à ce type de rumeur. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que les sciences sociales peuvent faire? D'abord, je crois qu'il faut rappeler que pour toutes les épidémies, les sciences sociales ont essayé de comprendre ce que j'ai appelé au début de mon propos les perceptions des personnes qui, soit les personnes qui en souffrent, soit des personnes qui vivent avec les personnes qui en souffrent, soit les perceptions aussi des professionnels de santé. Et partant de là, les rumeurs, avec les perceptions qu'elles véhiculent, qu'elles charrient, d'une part, je crois que c'est important, c'est ce que j'ai dit autour de la rumeur, autour de ces questions de vaccins, elles agrègent à la fois des lectures actuelles avec des idées anciennes. Les discours complotistes contre tel ou tel projet de vaccin où les discours sur le vaccin sont anciens et simplement réactivés à l'occasion de Covid. D'une certaine façon, ce que l'on voit, même si des personnes, des discours en particulier sont ciblés, c'est des
c'est des choses qu'on en entend depuis très longtemps, notamment autour de la recherche vaccinale et autour de la recherche en matière d'essais cliniques. D'autre part, ces rumeurs et ces perceptions renvoient à d'autres questions que le seul rapport à la maladie, à sa prévention et à ses soins. Par exemple, on peut considérer que derrière ces rumeurs, il y a une remise en cause du pouvoir médical, qui est considéré comme non pas le pouvoir de faire le bien, hein, je renvoie à l'éthique médicale et au serment d'Hippocrate, mais comme un pouvoir de nuisance. C'est ça qui est mis sur la table. Il y a aussi une remise en cause du pouvoir de l'Occident qui voudrait, hein, si je reprends un peu la démonstration des personnes qui portent ces rumeurs, qui voudrait contrôler, imposer pour pouvoir modeler l'Afrique à son image. Et il n'est pas indifférent que l'on parle systématiquement d'Afrique au singulier, donc supposément uniforme. Car précisément, si on voulait s'arrêter sur les multiples particularités, les multiples singularités de l'Afrique, là pour le coup, la démonstration des gens qui portent ces rumeurs serait atteinte, parce qu'évidemment, on ne pourrait plus généraliser à l'ensemble de l'Afrique. Ensuite, troisième point, ces rumeurs sont évolutives. Alors, évidemment, elles s'auto-alimentent en circuit fermé à travers les réseaux sociaux, mais elles vont vers plus de sophistication. Mais là encore, je pense que c'est intéressant de regarder le passé. Et on a un certain nombre d'expériences, par exemple autour de la question du déni, qui peuvent être mobilisées pour réfléchir aux questions qui sont soulevées par le vaccin ou pour la recherche clinique. D'abord, le déni, il faut savoir, et on l'a étudié, c'est une réaction psychologique, j'ai envie de dire universelle, mais qui est ensuite construite culturellement, qui peut varier d'une région à l'autre. Et ensuite, ce n'est pas une fatalité. Et c'est pour ça que la communication à laquelle les sciences sociales peuvent contribuer, j'y reviendrai pour conclure, doit être extrêmement importante, doit être ciselée, hein, extrêmement bien ciblée, et doit être aussi couplée à un autre travail, à un autre facteur extrêmement essentiel pour justement lutter contre le déni. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la maladie par chacun. Dit autrement, et ça intuitivement, je crois qu'on sera tous d'accord, le fait d'être touché, comme on dit, affecté par une maladie, soi-même ou un proche, ça génère une forme de prise de conscience. Et ça, c'est des choses qu'on a pu démontrer pour d'autres pathologies et c'est important à avoir en mémoire. Donc, ce sont ces différentes caractéristiques et implications des perceptions que les sciences sociales peuvent décrire et analyser. Et à partir de là, leur rôle, je le verrai à trois niveaux et je conclurai là-dessus. D'abord, il faut toujours essayer de comprendre le sens et l'origine de ces perceptions. Bon. C'est-à-dire, on n'est pas dans le jugement, parce que le jugement ne ferait pas avancer la réflexion. Hein, mais cette mise en perspective est indispensable pour expliquer les comportements qu'ils relèvent de la croyance en un remède miracle ou du déni. Hein, on est dans le constat et l'explication. Donc, du contexte de ces perceptions. Ensuite, je l'ai esquissé il y a quelques secondes, il faut qu'en tant que chercheur en sciences sociales, on puisse travailler sur l'élaboration des messages, en tout cas participer à l'élaboration des messages qui accompagnent les essais et donc comprendre comment ils peuvent être reçus, ces essais, et faire ce même travail lorsque le vaccin sera disponible pour éviter effectivement ces fameuses rumeurs. Et donc ça, c'est la participation des sciences sociales à ce qu'on pourrait appeler plus généralement l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que, et qui me semble d'autant plus importante, que le vaccin renvoie d'emblée, alors là je parle en général, je ne parle pas pour Covid-19 en particulier, mais que le vaccin renvoie d'emblée à l'enfant, ce sont en général les vaccins, les enfants qui sont vaccinés, donc à la descendance et donc à des êtres vulnérables. Raison de plus pour avoir une communication extrêmement précise et qui essaie de répondre aux attentes et à ces fameuses perceptions. Et je finirai sur un point qui me semble extrêmement important et qui va être à mon avis au cœur des débats dans les semaines et les mois à venir sur la réponse non seulement médicale, mais politique à Covid-19, c'est la nécessité de participer dès maintenant à la construction d'un plaidoyer pour l'accès universel aux futurs et potentiels vaccins. On voit bien les débats qui émergent, notamment entre les pays riches, en essayant une bataille de légitimité pour savoir qui en profitera. Je pense que le débat n'est pas là. La question, c'est comment faire en sorte pour que tout le monde en profite. On a vu une avancée ces jours derniers dans l'Assemblée générale de l'OMS, qu'il a mis dans son agenda. Et donc, pour contrecarrer ces discours de priorisation, je dirais, d'un vaccin, il faut en avoir en mémoire, et là aussi les leçons des passés sont extrêmement importantes, et je finirai là-dessus, l'activisme qui s'est développé il y a une vingtaine d'années et auquel ont participé les sciences sociales pour faire en sorte que les traitements antirétroviraux de l'infection à VIH soient accessibles au plus grand nombre, puis ensuite gratuits, accessibles gratuitement. Encore une fois, on a cette expérience. Il faut dès maintenant la mobiliser dans toutes les instances de décision et dans tous les forums, comme justement celui qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci, Dr Vidal. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Michèle Lebonguet, dernière panéliste, et avant que nous passions ensuite aux questions-réponses. Michèle, 7 minutes. Active ton micro. D'accord, je crois que c'est OK. Bonjour, Dr Odile, et bonjour à tous les internautes qui nous suivent actuellement. Bonjour à tous les médecins, les chercheurs qui sont là avec nous. OK, le thème de ma présentation, c'est quel est le rôle des médias dans les essais cliniques de vaccins en Afrique et comment exploiter le pouvoir des médias locaux pour améliorer la sensibilisation et la compréhension du public sur les essais cliniques. Je vais commencer par le premier point, notamment le rôle des médias dans les essais cliniques de vaccins en Afrique. Moi, je souhaiterais tout d'abord dire que le rôle sur ces essais, autant pour moi, les rôles sont les mêmes partout. Ça veut dire quoi? Je vais tout simplement dire que le rôle des médias est d'informer et d'éduquer. Du coup, il ne change pas lorsqu'il s'agit de la médecine, lorsqu'il s'agit des vaccins, encore moins lorsqu'il s'agit d'un vaccin comme celui sur la maladie à COVID-19. Le devoir des médias serait donc d'informer et d'éduquer les populations. Et nous savons que, à la différence ici, que l'accent devrait être mis sur la désinformation et les fausses nouvelles qui sont le plus connues sous l'appellation de fake news. Dans le contexte actuel où le numérique a pris une grande ampleur, nous savons que les fake news se divulguent le plus dans les réseaux sociaux et autres. Et on sait également que les fausses informations sont celles qui sont le plus répandues. Avant que la vraie nouvelle ne tombe, il y a déjà une fausse quelque part. Du coup, il serait difficile vraiment de pouvoir contrecarrer cela parce qu'elle a déjà été mise en ligne, elle a déjà été communiquée. Les gens ont déjà consommé cela. Du coup, difficile d'en vomir. Même si l'on vient avec de vraies et de nouvelles informations, ce sera difficile de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres, aux personnes qui ont eu à lire ce qui a été dit, aux personnes qui ont eu à lire ce qui a été dit, aux personnes qui ont eu à entrer en contact avec ces informations qui ont été données. Maintenant, ce que les médias, n'est-ce pas, pourraient faire, ce serait tout simplement de désinformer les populations. De désinformer comment? En maximisant les articles. Vous savez, plus on lit, plus on s'approprie de ce qui a été dit. Plus on lit, plus on comprend un certain nombre de choses. Et nous savons également que lorsque des informations sont données, de fausses nouvelles, ce n'est pas forcément parce que les personnes qui ont publié ces informations étaient de mauvaise foi. Mais c'est également parce que ces personnes n'avaient pas la bonne information. Parce qu'elles n'avaient pas la bonne information, elles ont décidé de divulguer ce qu'elles avaient comme information, bien qu'elle n'était pas la meilleure, alors qu'elle n'était pas la bonne. Mais parce qu'il fallait être à l'affût de l'information, il fallait informer des personnes sur ce qui arrive, je dis ça comment, c'est ce qui attend, n'est-ce pas? C'est ce à quoi doit se tenir, s'attendre, tant pour moi, les populations. Alors, il faudrait bien que l'on informe, il faudrait bien qu'on divulgue des informations, d'où la nécessité de désinformer. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le fact-checking. Le fact-checking que les uns et les autres, que des journalistes sont en train qui est un pan, n'est-ce pas, de journalisme que de nombreux confrères sont en train de mettre en masse dans tous les domaines, bien sûr, afin de limiter les dégâts de la désinformation, afin de limiter les dégâts des fake news. J'ai également parlé de la sensibilisation.
C'est vrai qu'il y a informé, il y a sensibilisé. Et je crois que le premier virus que l'on a, c'est pas ce que l'on reçoit en nous. C'est pas le fait qu'il y ait un virus qui nous rende malades physiquement. Mais je crois que le fait de ne pas être sensibilisé sur des essais cliniques, le fait de ne pas être sensibilisé sur ce que c'est déjà, parce que nombreuses sont ces personnes qui entendent juste parler, mais qui ne savent pas ce que c'est. Et ça, juste qu'on a parlé d'essais cliniques, et ça, juste qu'on a parlé de vaccins qui pourraient ralentir même la propagation du virus, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un essai clinique. Du coup, difficile pour les uns et les autres d'entrer dans le bain. Difficile pour les uns et les autres de pouvoir savoir, de pouvoir accueillir même l'information afin d'y accéder et d'y répondre favorablement. Nous savons également qu'il faudrait déstigmatiser la chose, sachant ce que fait également les fake news. Parce que plus l'on publie des informations sur les effets néfastes des vaccins, parce qu'il ne s'agit pas seulement des vaccins contre le COVID-19, parce que nous savons que, je sais que c'est le cas en Afrique, mais au Cameroun, des parents sont de plus en plus réticents sur la vaccination. Et comme le professeur Laurent, je crois que c'est lui qui l'a dit, l'on vaccine le plus souvent des enfants. Ce sont des enfants qui sont le plus souvent vaccinés. Maintenant, donc, si déjà à la base des personnes n'acceptent pas les vaccins, ce n'est pas celui-ci qui sera le bienvenu, qui sera accepté de tous d'une façon aussi libérale, quoi. Ça voudrait pour autant dire qu'il faudrait automatiquement faire un travail de fond, un travail de sensibilisation pour faire comprendre les uns aux autres qu'il n'est pas question de répandre la maladie, mais il est question de sauver des vies. Il est question de sauver des vies, sachant qu'il s'agit d'un virus et il ne partira pas du jour au lendemain. Ce ne sont pas comment je vais dire ça, ce ne sont pas des produits, ce ne sont pas des herbes qui vont faire disparaître le virus. Le virus sera toujours là. Et la seule chose, ça c'est mon avis, la seule chose qui permettra à ce que ça se fasse, ce sera un vaccin. Ce sera un vaccin. Maintenant, étant donné que les uns et les autres ont peur de cela, que faut-il faire? Pour moi, je crois que c'est la déstigmatisation. Et quoi de mieux, n'est-ce pas, que de collaborer avec des journalistes, avec des blogueurs également. Je le dis parce que je suis également blogueur. Et nous savons que tout se joue maintenant sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile à ce niveau, accessible à tous. Il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas vraiment de différence et que de distanciation, enfin, de différenciation autant pour moi. Tout le monde peut avoir accès et ça touche toutes les couches. Il n'y aura pas de moi je suis professeur, moi je suis, automatiquement la communication passera. Donc, je crois que c'est et je crois que le journaliste, les médias ne pourront pas le faire sans l'accompagnement des médecins. Parce qu'à ce que je sache, le journaliste, lui, divulgue juste les informations que lui, il a reçues. Et s'il n'a pas reçu les informations, il ne pourra pas les divulguer. Si lui-même, il n'a pas des informations sur la question, il ne pourra pas les divulguer en même temps. Il ne pourra pas les divulguer normalement. Il faudra automatiquement qu'il y ait déjà une connaissance de cela. D'où la réponse à la prochaine question, à la prochaine partie du question, notamment comment exploiter le pouvoir des médias. Moi, je crois que la première des choses serait d'offrir des formations et organiser des séminaires à l'endroit des médias. Je crois que c'est avec ça aidera beaucoup. Même si tout le monde n'adhérera pas
au moins on touchera un bon nombre de personnes. Des personnes comprendront ce dont il est question. Des personnes comprendront le bien fondé du vaccin. Je vais prendre un exemple. Lorsque je travaillais sur la question des vaccins, parce qu'à une période ici, il y a pratiquement 2 à 3 ans, il y avait des vaccins qui étaient trop récurrents. Des vaccins contre la rougeole et des vaccins contre la poliomyélite. Ici, après un mois, il y avait des vaccins se faisaient. Des vaccins se faisaient. À chacun, il y avait il y avait une équipe. Je ne peux pas dire qu'elle était vraiment médicale. Il y avait des bénévoles qu'on recrutait pour l'exercice. C'était du porte-à-porte. Donc, on allait de porte à porte, on cognait. Vous avez des enfants ici, est-ce qu'on pourrait les vacciner? Au début, ça passait. Pas totalement, mais ça passait. Mais avec le temps, les personnes ont commencé à s'interroger. Depuis quand est-ce que des vaccins se font tant de fois? Nous avons été vaccinés, alors nos enfants étaient vaccinés il y a de cela 1 mois. Pourquoi le mois d'après, on devrait encore vacciner nos enfants? Pas pour d'autres vaccins, mais pour les mêmes vaccins. C'est autant de choses. Et il y a également il y a des préjugés, il y a des personnes qui ont leur mot à dire. Moi, je me souviens Michel, en 1 minute, s'il vous plaît, pour finir. D'accord. Après, on répondra aux questions. D'accord. Il y a une dame qui m'a dit un jour que son neveu après avoir été vacciné, elle dit qu'elle ne se souvient plus trop du vaccin. Il a contracté une maladie. Tous les autres enfants qui n'ont pas été vaccinés, les autres enfants de la famille dont les parents avaient refusé qu'ils soient vaccinés, n'ont pas été atteints de la maladie. Du coup, elle également, lorsqu'elle a eu son enfant, elle a juste fait quelques vaccins parce que son époux lui a dit qu'il faudrait bien qu'il prenne 1 ou 2 vaccins. Mais après cela, plus rien. Et elle n'est pas la seule. Elles sont nombreuses comme ça, ces mamans qui se rétractent. Elles sont nombreuses comme ça, ces personnes qui disent non à ces vaccins parce qu'elles ont écouté des rumeurs, parce qu'elles ont écouté des personnes donner leur expérience sur les effets néfastes des vaccins. Mais moi, je crois que si déjà il y a une communication, s'il y a un relais entre les chercheurs, entre les médecins et les journalistes, je crois que ce sera facile, n'est-ce pas, d'aborder le sujet et d'amener les uns et les autres à comprendre ce qu'il y a à faire, à comprendre le bien fondé même de la chose. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. Merci à tous. Merci Michel. Nana, est-ce que c'est possible de nous dire combien de temps il nous reste maintenant pour la série des questions-réponses? 10 minutes, 15 minutes? Il nous reste 15 minutes. D'accord, très bien. Eh bien, merci à tous les panélistes et merci aussi à tous les spectateurs ou tous les, je ne sais pas comment on dit, les webinaristes ou quelque chose comme ça. Ils sont très nombreux. Je crois qu'on atteint le maximum de participants possible. Donc, c'est vraiment encourageant. Merci pour votre participation. Alors, on a eu pas mal de questions qui sont arrivées en cours de présentation. On en avait reçu également quelques-unes en avance. J'ai essayé de regrouper certaines d'entre elles par rapport aux thématiques du jour, c'est-à-dire d'une part sur les essais cliniques, sur le développement de vaccins, sur l'impact de la désinformation et également d'autres questions reliées, mais on va dire un peu que j'ai regroupé sous un groupe d'autres questions sur le diagnostic ou le traitement. Alors, première question que je vais poser à professeur Jimde. Que pensez-vous sur l'utilisation de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine en Afrique, sachant que plusieurs études en Europe ont montré son inefficacité et l'apparition des effets secondaires pour des individus ayant le Covid-19? Merci. Réponse rapide. Merci. C'est une question d'actualité. Il y a des études, différentes études qui sont en train de montrer des résultats contradictoires. Ce que je note, c'est que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, notamment la chloroquine, est un médicament qui a été utilisé depuis très longtemps en Afrique contre le paludisme.
Il y a quelques différences de doses par rapport à l'utilisation dans le cadre du Covid, mais les niveaux de toxicité ne nous ont pas paru particulièrement inquiétants dans l'utilisation contre le paludisme. Mon point de vue à ce stade, c'est que toutes ces études dont on parle sont des études qui ont été faites en dehors de l'Afrique, où le contexte est probablement différent. Comme vous le savez, l'hécatombe qui a été prédite pour Covid en Afrique ne s'est pas réalisée, et il y a peut-être des raisons fondamentales qui font qu'il y a des différences qui peuvent expliquer la situation en Afrique et la situation ailleurs. Moi, j'appelle que des études, des essais randomisés, correctement conduits, soient faits en Afrique pour que nous fassions notre religion sur notre propre religion sur l'efficacité de la chloroquine et la sécurité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Pour le moment, on n'a pas d'autres médicaments. Et selon les collègues cliniciens qui les utilisent, ce que j'en sais, c'est qu'ils sont plutôt satisfaits des résultats. Donc, les nouveaux travaux pour la toxicité doivent être vérifiés dans notre contexte africain avant que nous ne prenions des décisions pour ou contre la continuation de l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine dans notre contexte africain. Merci. Donc, on comprend bien l'intérêt des essais cliniques randomisés par rapport aux études observationnelles. Autre question, vous êtes parasitologue, une question donc... on voit aussi que plusieurs essais cliniques ont été faits sur les antiparasitaires. Pourquoi ne pas faire des études in vitro sur l'efficacité de l'ivermectine sur le coronavirus? Justement, ça c'est une question que nous sommes en train activement d'aborder. Nous avons développé un protocole qui est en train de passer les différentes approbations du comité d'éthique, du comité scientifique du ministère de la Santé. Dès lors qu'on a ces différentes approbations, nous allons engager une étude où nous allons tester tous les antipaludiques connus contre le virus du Covid-19 au laboratoire d'abord. Et nous allons aussi tester les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle malienne, encore au laboratoire, sur des souches de virus récoltées chez des patients ici au Mali. Si ces travaux au laboratoire sont concluants, nous allons poursuivre le processus de validation et de développement tel que je l'ai décrit plus haut. Merci. Donc, sur la deuxième thématique, développement de vaccins, docteur Sirima, à quelle échéance peut-on espérer un vaccin? Micro et voilà, vidéo. Merci. Je crois que si vous vous référez à la première présentation faite par le professeur Jimde, il disait que normalement, un vaccin prend 10 à 20 ans. Mais certainement, pour ce qui est du Covid, de par donc l'incidence très élevée de la maladie, du fardeau économique que cela pose, et donc de l'engagement mondial que nous observons autour de la pathologie, on peut s'attendre à un vaccin assez rapidement, que le cycle soit raccourci. Tout comme ça s'est passé avec Ebola, vous rappelez qu'au lieu d'attendre d'arriver en phase 3 avant donc de commencer à administrer, donc déjà en phase 2, il y a eu donc une méthode, une approche, mais sous consentement, que le vaccin a été administré. Donc pour le Covid, je m'attends probablement à un vaccin dans les 12 maximum 18 mois qui viennent. Naturellement, ce vaccin peut ne pas être accessible au monde entier, mais en tout cas, un vaccin qui va être mis sur le marché, enregistré, je m'attends à cela, dans les 18 mois qui viennent. Et là, il y a une question qui a été posée pendant vos présentations, c'est par rapport à quid de la découverte d'un vaccin en Amérique qui serait efficace en Afrique, en fait, par rapport aux différentes souches, s'il y en a. Et donc, est-ce qu'on pourrait assister à une perte d'efficacité ou une non-efficacité en Afrique? Est-ce que l'un de vous connaît un peu si la description d'éventuelles différentes souches? Ok, tu peux aller, Jimmy. Ok, oui, ceci est une bonne question parce que nous avons vu cela avec le premier vaccin de Patario sur le paludisme, qui était à 80% efficace en Colombie, 30% efficace en Tanzanie et 3% efficace en Gambie. Donc, il y a des différences génétiques qui peuvent entraîner ces différences d'efficacité. Et c'est pour tout cela que
en plus de tout ce qui est en train d'être fait, il y a tout un travail de séquençage du génome du COVID qui est en cours en Afrique pour comparer le génome des virus que l'on retrouve ici au génome des virus que l'on retrouve ailleurs. Et si les différences génétiques ne sont pas aussi importantes que cela, on peut s'attendre à une efficacité de vaccins même développés ailleurs. Tout cela souligne la nécessité des essais cliniques conduits chez nous, même si ces vaccins sont développés ailleurs, parce que des différences peuvent être observées à cause de différences génétiques. Merci. Une question donc à Michel Ebongué. Que pensez-vous de l'acceptabilité d'une vaccination de masse en Afrique, même si vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure? Il faut mettre le micro actif. Muter le micro. Ok. Exactement. C'est vrai que j'en ai un peu parlé, j'en ai brossé. C'est vrai que pour l'instant, l'Afrique n'est pas encore prête. L'Afrique n'est pas encore prête à accepter le vaccin. Mais je crois que ça pourra se faire au fil du temps, au fur et à mesure qu'on en parle, au fur et à mesure qu'on communique dessus, au fur et à mesure qu'on sensibilise, parce que c'est le plus important. Et tant qu'on ne le fait pas assez, je crois que les gens ne vont pas courir, même s'il y a même s'ils savaient qu'il y a des personnes guéries, même si ailleurs on constate qu'il y a des personnes qui ont accepté cela, des personnes qui ont été guéries. Tant qu'on ne sensibilise pas ici, ce sera pas évident. Ce sera pas du tout évident. D'accord, merci. Alors, on passe justement sur l'impact de la désinformation, la troisième thématique. Je m'adresse à Dr Laurent Vidal. Quelles sont, double question en fait, quelles sont les mesures prises en charge par les chercheurs africains pour lutter contre la désinformation et les fake news? Et une autre question qui est arrivée pendant le séminaire, comment peut-on démonter point par point les nombreuses théories du complot? Vaste question, en 1 minute. Oui, ben, pour les deux questions, c'est ce que j'ai un peu dit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de comprendre qui porte ces messages, essayer évidemment aussi d'essayer de s'entretenir avec les personnes qui diffusent ce type de messages, si c'est possible, pour comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, et c'est la base, hein, d'abord, hein, en mettant de côté tout jugement de valeur, parce qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Et puis ensuite alors, à titre individuel, on peut apporter de contre-discours à ces rumeurs ou ces tentatives de désinformation, mais il faut essayer surtout, c'est ce que je disais dans mon intervention, de contribuer, je dirais, à la réponse qui peut être portée soit par les autorités dans le cadre d'une communication officielle, soit par des ONG au plus près du terrain, en essayant de trouver les bons termes, justement au vu des explications que nous auront données ceux qui véhiculent ce type de remarques. Il faut comprendre d'où ça vient, à quoi ça renvoie, et là, à ce moment-là, on est outillé pour pouvoir appuyer les messages d'information. Avec toujours une précaution, mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la communication, hein, je pense que les journalistes le savent très bien, c'est que dans un message, il y a le contenu, mais il y a aussi l'émetteur du message. Hein. Ce n'est pas tout d'avoir un message bien ciselé, bien adapté. Encore faut-il ne pas se tromper de messager. Merci Laurent. Alors, nous avons encore un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup, énormément de questions et même des personnes qui souhaitent intervenir. Ça va être difficile. Je pense qu'il y a aussi pas mal de questions sur l'éthique et je vais faire un plaidoyer à Nana pour que nous puissions peut-être réorganiser une session spécifiquement sur les questions liées à l'éthique, notamment dans le cadre du Covid. Professeur Jimde, une question sur le Covid Organics. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Dr Sirima également pourra donner son avis. Lequel est prêt à démarrer? Le Covid organique, je n'ai pas d'opinion sur le Covid organique parce que je ne sais pas, je n'ai pas de données scientifiques, je n'ai pas vu de données scientifiques
publié sur l'efficacité ou pas du Covid organique. J'entends par voie de presse que c'est efficace, mais en tant que scientifique, c'est les données scientifiques de son efficacité qui me convaincront. Ben, à mon avis, j'ai exactement le même avis. Je pense que c'est déjà encourageant de voir que les initiatives sont africaines, mais il serait bien justement donc de les soutenir par des données scientifiques. Et je pense que ça, c'est là même peut contribuer à taire certaines rumeurs qui circulent sur un certain nombre de produits ou choses. Je pense qu'il serait intéressant justement que nous, scientifiques, on nous laisse la possibilité donc de réellement conduire des essais cliniques. On sait que pour les produits, donc, les phytomédicaments, on n'a plus besoin de faire une phase 1 selon donc, le protocole de l'OMS. On peut aller déjà en phase 2. Donc, je pense que très rapidement, on pourrait accélérer une quelconque recherche sur cette question si l'opportunité nous était donnée. Voilà ce que je peux dire. Merci, Dr Sirima. Donc, il y a une question de quelqu'un qui travaille dans un centre de prise en charge des patients atteints du Covid à Bamako. Il dit qu'à J7, certains patients sont testés négatifs, mais ils vivent dans les mêmes salles que ceux qui sont testés positifs. Dans ces conditions, n'y a-t-il pas un risque de recontamination, enfin de contamination, pour les testés négatifs? Professeur Jimde. C'est vrai que les conditions de nos structures sanitaires sont à l'image de nos moyens et des possibilités auxquelles l'on a affaire. Si un patient est testé négatif, en principe, il devrait être libéré et, pour ne pas courir le risque d'être recontaminé par des patients qui demeureraient positifs. Je ne sais pas. En principe, un patient testé négatif ne devrait plus rester à l'hôpital. Ok, merci. Il y a énormément de questions. Je pense qu'il est presque le temps de conclure. Je vais juste retenir quelques points et passer la parole à Nana pour les derniers remerciements. Donc, on a vu qu'effectivement, que ce soit des essais cliniques de médicaments ou de vaccins, ce sont des processus à différentes étapes et qui sont relativement longs et coûteux. Dans le cadre du Covid, on a quand même un espoir d'aller beaucoup plus vite à cause de toute la pression socio-économique et le fait que ça soit une pandémie mondiale. Malgré tout, on n'a pas encore quelque chose, même si des essais sont en cours, y compris les essais de vaccins en Afrique du Sud notamment. On a également entendu parler de l'importance de l'engagement communautaire pour l'implication dans les essais cliniques. Et on a également entendu parler de l'importance de la relation entre les chercheurs et les journalistes et leur formation pour qu'ils puissent être en fait un relais d'information à ces communautés. Voilà, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir adresser toutes les questions. Il y en a qui étaient directement adressées à professeur Jimde, à Dr Vidal, à Michel et à Dr Sirima. Je pense que Nana pourra nous dire comment nous pourrons peut-être a posteriori adresser toutes ces questions pour ne pas que les spectateurs soient également frustrés. Merci Nana, à vous. Merci beaucoup à tous les panélistes pour ces explications très intéressantes. Malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions comme le Dr Odile a annoncé avant, mais nous essaierons de répondre au plus de questions possibles offline. Pour terminer, je voudrais encore une fois remercier tous les panélistes, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement en off. Notamment les docteurs Elekba, Fignolet, Heni, Mungun et Ngwa. Nous allons continuer cette série et nous allons essayer d'adresser d'autres points et d'autres sujets comme l'éthique, comme a proposé le docteur Odile. Et nous espérons vous revoir aussi nombreux à nos prochaines éditions. Je vous remercie. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.